Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 20 livres que je pense qu'il faut absolument avoir lus. Par contre, quand j'ai voulu faire ma liste, je me suis rendu compte que j'en avais trop. Du coup, j'ai gardé 20 livres français et je vous ferai une autre vidéo une autre fois, dans quelques mois, sur 20 livres d'autres nationalités à lire absolument. Oh, je suis désolée pour le bruit. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous plaît, à commenter et on se retrouve tout de suite pour que je présente mes livres. Pour les classer, je les ai juste mis par ordre chronologique de parution du plus ancien au plus récent. Voilà, donc 20 livres et on attaque tout de suite par le plus ancien qui est Le Cid de Corneille. Le Cid de Corneille, c'est une pièce de 1637. C'est à mon sens la pièce de théâtre à connaître, la pièce de théâtre à lire parce qu'elle est au croisement de plein de choses. Elle est hyper intelligente, elle est hyper construite, elle est extrêmement bien écrite. C'est une des pièces les plus riches qui m'ait été donné l'occasion de lire. C'est pas un hasard si elle est aussi étudiée au collège, au lycée et plus tard. C'est vraiment une pièce en termes d'écriture qui est absolument incroyable. D'ailleurs, lorsqu'on cherche, vous savez, quand on est en fac de lettres, etc., qu'on apprend les figures de style, figures de rhétorique, il y en a toujours des exemples dans ceci, cela. Il y a moult exemples qui sont tirés du Cid. Cette pièce, en termes d'écriture, atteint des niveaux de dingue. Alors, du coup, je vous ai fait une petite liste parce que ça m'a fait rire. Donc, dans cette pièce, vous trouvez une métonymie, Rodrigue, as-tu du cœur? Un oxymore, cette obscure clarté. Un parallélisme, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Une métaphore, il y en a plein d'autres, qu'il goûte sans rougir les fruits de sa victoire. Une litote, va, je ne te hais point. Une antithèse, ma plus douce espérance est de perdre l'espoir. Une anaphore, mon bras avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Une gradation, va, cours, vole et nous venge. Une personnification, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Un chiasme, plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. Une hyperbole, percée jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Vous voyez le genre, c'est sans fin. Cette pièce est folle, l'histoire est incroyable. Les personnages sont devenus des références. Vraiment, si vous n'avez jamais lu le Cid, les pièces de théâtre se lisent très vite. Je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment une pièce fondatrice de ce qui est aujourd'hui notre littérature. Et en deux, sans surprise, une pièce de 1665, une pièce de Molière, parce que c'est pareil, Molière, c'est un peu incontournable. Et j'ai choisi de vous parler de Don Juan ou le festin de Pierre. Alors, ce texte-là est essentiel. Il est parmi toutes les pièces de Molière. Il y en a plein qui sont hyper importantes. J'aurais pu choisir plein d'autres. Vraiment, c'est fou son écriture. Mais celle-ci est intéressante parce que elle est assez philosophique, ce qu'on ne voit pas forcément au premier abord, et notamment par sa thématique, le fastin de Pierre, avec la statue du commandeur, etc. Et c'est vraiment une pièce qui, en ça, est peut-être un petit peu plus originale que les autres pièces de Molière. Alors, quand la pièce a été jouée à l'époque, elle a eu un énorme succès. C'est une pièce qui a tout de suite eu beaucoup de succès. Et surtout, c'est une pièce qui a lancé un mythe. Alors, le personnage de Don Juan n'a pas été inventé par Molière, mais ça a vraiment lancé le mythe du Don Juan avec la création de l'antonomase, c'est-à-dire lorsqu'un mot, un nom commun devient un nom propre et inversement. Et donc là, de Don Juan, le personnage est devenu un Don Juan, en sachant que Molière est un grand pourvoyeur d'antonomase, puisqu'on dit aussi un Tartuffe, un Harpagon, etc. Donc vraiment, ce personnage de Don Juan est essentiel, est extrêmement représenté dans la littérature. Il a eu énormément de dérivés. Donc je pense que lire le Don Juan de Molière, c'est essentiel. 1678, et on découvre ce qui est considéré comme le premier roman français. Et il est écrit par une femme. Il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, c'est un roman fondateur qui a été reconnu comme étant d'inspiration d'énormément de gens, notamment au XIXe siècle. Balzac et compagnie ont tous reconnu
que ce roman les avait imprégnés, les avait marqués dans leur façon d'écrire. Il faut savoir que c'est un roman qui est extrêmement riche historiquement. Tous les personnages sont réels, sauf le personnage principal de la princesse de Clèves. Sinon, tous les autres personnages ont existé. Il y a un côté, il y a un mi-chemin entre de l'historique pur, ce qu'on faisait à l'époque, et cette entrée en matière dans ce qui est du romanesque, en créant ce personnage, en l'intégrant dans cette société, et en construisant cette histoire. Madame de Lafayette, en fait, invente un genre, invente le roman, et c'est assez bluffant de le lire en sachant tout ça pour l'époque. À l'époque, la réception a été très bonne, hein, il y a eu beaucoup de succès. C'est un roman qui a très bien marché, et qui a bien sûr connu au fil du temps beaucoup d'adaptations, beaucoup d'interprétations. Donc n'hésitez pas à lire quand même La Princesse de Clèves si ce n'est pas fait. On enchaîne avec un texte de 1730 qui est Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Car oui, quand on aime la littérature, Marivaux est un peu incontournable. Alors, Le jeu de l'amour et du hasard, c'est la pièce la plus connue de Marivaux et elle est hyper intéressante d'un point de vue sociologique. Marivaux invente une pièce dans laquelle vous avez deux couples qui sont censés se former. Et en fait, comment je vais vous le faire donc, la jeune fille doit épouser un jeune homme, mais le jeune homme, ne connaissant pas la jeune fille, se dit « Je vais demander à mon valet de se faire passer pour moi, et comme ça, moi, je me ferai passer pour le valet et je pourrai l'observer. » Et elle a la même idée de son côté. Ce qui fait que Marivaux est très malin. Il se joue des codes de son temps tout en respectant la bienséance. Parce qu'à la fin, évidemment, les deux valets, qui sont les deux maîtres, tombent amoureux, et les deux maîtres, qui sont les valets, tombent amoureux. Donc, tout est respecté, vous n'avez pas de problème avec un valet qui tombe amoureux, vous n'avez pas de croisement en termes de hiérarchie sociale. Et en même temps, Marivaux se joue de tout ça, s'amuse beaucoup et propose tout un tas de dialogues très amusants. Et c'est une pièce qui est très riche en fait. Le personnage féminin de la maîtresse qui veut se faire passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir voir si le mec lui plaît vraiment, en fait c'est assez moderne. Elle est pas là pour se dire je vais épouser le mec parce que mon père me l'a dit. Elle a vraiment envie de l'aimer et donc elle fait ce choix assez osé. Oui, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Et en cinquième position, un chef-d'œuvre de la littérature, un livre qui date de 1753, qui est donc Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Alors le titre entier, c'est l'histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Je crois que il n'y a pas plus. C'est l'histoire du Chevalier des Grieux de Manon Lescaut. J'ai un doute. Bon, bref. On appelle toujours ce livre Manon Lescaut. Et c'est l'histoire de Manon Lescaut qui refuse de s'intégrer à la société, refuse le mariage, se retrouve en situation de devoir se prostituer, les conséquences que ça a sur sa vie. C'est un roman extrêmement original dans sa forme, puisque c'est un récit enchâssé. C'est l'histoire d'une histoire. Et c'est un récit qui sociologiquement aborde plein de thématiques, est hyper intéressant. Ce qui est drôle, c'est que ça a été écrit par un abbé qui mettait en garde les femmes en leur disant « Attention, si vous ne respectez pas la société et ce qu'on vous demande de faire, regardez ce qui vous arrive, vous allez vous retrouver dans la misère », comme Manon Lescaut. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on le lit plutôt avec un regard féministe en se disant que la meuf, c'est une badass et elle ne s'en laisse pas imposer. Alors ok, son destin est funeste, mais les choix qu'elle fait sont hyper forts et on l'apprécie pour ça. Et en plus, au-delà de tout ça, il y a une véritable histoire d'amour. Le Chevalier des Grieux est quand même très amoureux de Manon Lescaut. Et sa façon de le lui prouver est assez belle, assez bien faite. Et oui, ça reste un vrai roman d'amour. Et en sixième position, on a encore un chef-d'œuvre, un livre qui date de 1782, Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Alors, on va stopper le débat tout de suite. Choderlos, Coderlos, on s'en fiche. Il paraît qu'à l'époque, alors du coup j'ai cherché quand même, parce qu'à l'époque il paraît qu'on disait bien Choderlos, que dans les années, au XXe siècle on s'est mis à dire Coderlos, je ne sais pas pourquoi. Bref, vous dites comme vous voulez, je m'en fiche. Les Liaisons dangereuses, ce petit chef-d'œuvre de la littérature que si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le s'il vous plaît parce que c'est trop bien.
Alors, de quoi ça nous parle? C'est un livre c'est un roman épistolaire déjà, chose importante. Donc, vous avez les lettres de différents protagonistes. Et ce qui est génial dans ce livre, mais vraiment, c'est que chaque lettre a son style. C'est-à-dire que Chauderlot de Laclos, quand il écrit ses lettres, il s'adapte à son personnage et il change sa façon d'écrire. Donc, vraiment, vous avez un ton, vous avez une façon de formuler les choses qui est très différente d'une lettre à l'autre. Ça fait une richesse de dingue et c'est une écriture absolument folle. Et ça raconte une histoire intemporelle de manipulation, d'amour, de haine. Donc vous avez des personnages iconiques, alors bien sûr Valmont, la Merteuil, la présidente de Tourvel, Cécile de Volanges, Danceny, etc. Des personnages extrêmement fouillés, extrêmement riches, et avec une espèce de jeu, de mesquinerie, enfin, c'est extraordinaire. Il y a eu plusieurs adaptations de faites. Moi, ma préférée, c'est celle de Stephen Frears avec John Malkovich dans le rôle de Valmont. Je la trouve excellente, je la trouve très proche du roman dans son ambiance, dans sa façon de poser les mots. Je la trouve très très riche. Celle de Milos Forman est pas mal, mais vraiment je préfère celle-là. Vous avez Glenn Close qui fait la Merteuil, vous avez Cécile de Volanges est jouée par j'ai mangé son nom, celle qui joue dans Kill Bill. Vous avez mon cher Keanu Reeves qui fait Danceny, qui est trop mimi, mais trop mimi, oh là là. C'est Uma Thurman qui fait voilà, Cécile de Volanges. Et la présidente de Tourvel est jouée par mon cerveau est joué par Michel Pfeiffer. Voilà. Dans la version de Milos Forman, c'est Annette Bening qui fait la présidente de Tourvel. Je trouve qu'elle n'est pas assez machiavélique. Je trouve que vraiment cette version-là est top. Si vous n'avez jamais vu ces films, regardez-le, c'est un bonheur. Et si vous n'avez pas lu ce livre, lisez Les Liaisons dangereuses, c'est absolument excellentissime. Alors en 7e position, alors pas position, en 7e, un roman que je trouve qu'on voit peu sur les réseaux sociaux, dont on parle peu et qui est d'une grande qualité. Il date de 1796 et c'est La religieuse de Diderot. Alors c'est un roman qui repose sur une mystification. Évidemment, cette religieuse n'a pas existé, elle n'a pas écrit ce roman, mais on fait croire que, on fait comme si. Et ça fait partie de cette veine avec les lettres portugaises ou d'autres romans où on fait croire que. On fait croire que l'auteur est un autre, on fait croire que, on s'amuse, on fait un pastiche. J'en avais parlé dans une vidéo quand j'avais parlé des cornichons au chocolat, qui était aussi on fait croire que. Et je trouve que ces romans sont hyper intéressants, d'essayer de s'imaginer qu'on va un petit peu se faire mener en bateau. Et ce roman-là est très très bien. Suivre cette religieuse, c'est extrêmement intéressant. Et Diderot est hyper moderne dans son analyse de la société, dans son analyse de la religion. Il y a un côté assez anticléricaliste dans ce bouquin qui est vraiment excellent. Je m'étais réjouie de cette lecture, vraiment j'en garde un très bon souvenir parce que c'était c'était hyper riche, hyper original, un peu subversif. Ouais. Et puis franchement, ça peut faire un peu peur comme ça, Diderot, mais en fait ça se lit bien. Donc n'hésitez pas, ça se lit très bien. Bon, 1830, Le Rouge et le Noir, Stendhal. On ne peut pas en faire l'économie parce que Stendhal, parce que Le Rouge et le Noir, parce que Julien Sorel, parce que ce roman a été fondateur de plein de choses et moi je le trouve d'une richesse folle. Le personnage de Julien est insupportable. Mais il est aussi à l'image d'un certain nombre de personnages, ce personnage de l'arriviste, de celui qui va être prêt à tout pour réussir. Et c'est un archétype de personnage qu'on a beaucoup vu, et Julien, je trouve, en est le père fondateur et le maître absolu. Je trouve qu'il est absolument parfait dans son rôle. Je le déteste quand je lis ce roman, c'est normal. Et ouais, c'est vraiment un grand roman. L'écriture de Stendhal est incroyable. Mais incroyable. Les mots, la langue, c'est assez fou. Et alors le titre, en fait, j'ai cherché, en voulant vous parler un peu du roman, le titre. En fait, Stendhal n'a jamais dit pourquoi il a appelé ce roman Le Rouge et le Noir. Du coup, on n'a que des interprétations. L'interprétation la plus courante est que le rouge symbolise l'armée et le noir la religion. Mais à l'origine, ce n'était pas le titre. À l'origine, ça s'appelait Chronique du 19e siècle, puis Chronique de 1830.
Et quand on sait que c'était seulement son deuxième roman à Stendhal, c'est vraiment un chef-d'œuvre quasiment tout de suite, pam. En 9e position, j'ai mis une nouvelle qui m'avait marqué à sa lecture et que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Ça date de 1840 et c'est Colomba de Prosper Mérimée. J'ai gardé un très très bon souvenir de ce texte qui aborde aussi un univers très particulier, c'est-à-dire la vengeance, la vendetta corse. Et ça m'avait beaucoup parlé, ça m'avait beaucoup touché. Ce personnage de Colomba, cette femme qui a des convictions et qui est prête à se battre pour ses convictions, j'avais beaucoup aimé. Et c'est un texte très, très court qui se lit très vite. Si vous n'avez jamais lu et que vous n'avez jamais lu Prosper Mérimée, je vous invite à le lire. Vous découvrirez une langue et un univers absolument sidérants. Il faut savoir que Prosper Mérimée n'était pas écrivain à la base, hein. Il était, alors attendez, c'est quoi son titre? Il était inspecteur des monuments historiques et c'est en allant en Corse pour faire son métier qu'il a découvert cet univers et qu'il a écrit ce texte. Et il en a écrit d'autres d'ailleurs sur la vendetta, donc n'hésitez pas à aller jeter. Je crois qu'il y a Matteo Falcone aussi, donc allez jeter un œil à Prosper Mérimée. Et en 1844, on est toujours dans la vengeance parce que je vais vous parler du Comte de Monte Cristo. Alors c'est un livre que j'ai lu pour le coup. Alors si certains je les ai lus il y a très longtemps comme La Religieuse ou Colomba, celui-ci je l'ai lu il n'y a pas longtemps et ça a été un coup de Trafalgar dans ma tête. Ce livre est un chef-d'œuvre, c'est un bijou, c'est à lire absolument. Alors pour le coup là c'est long, hein, c'est 1800 pages, il faut se les fader, mais c'est incroyable, Je suis tombée amoureuse en même temps de la langue de Dumas et de sa façon épique de raconter les choses. Donc cet été, j'ai prévu de lire Les Trois Mousquetaires. Vraiment, Dumas, gros coup de cœur, auteur à lire, et Le Comte de Monte Cristo, petit bijou. Mais je ne m'étends pas trop sur ce livre parce que j'en ai parlé dans un point lecture il n'y a pas très longtemps quand j'ai lu le livre. Et quasiment à la même époque, 1844, sort La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, qui est un roman que j'avais lu il y a très longtemps aussi, mais j'en garde un très très beau souvenir. C'est un roman incroyable qui est très très beau. Alors le roman est lui-même inspiré de la propre histoire d'amour d'Alexandre Dumas fils pour, j'ai oublié son nom, pour Marie Duplessis. C'est une histoire d'amour incroyable qui a d'ailleurs inspiré La Traviata, qui est à l'origine de beaucoup d'œuvres. Vraiment, c'est une histoire d'amour folle. Et on s'attache au personnage et on s'attache à cette histoire malheureuse. D'ailleurs, le personnage principal de Marguerite a été joué par, alors attendez, j'ai la liste, Sarah Bernard, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Liliane Guiche, Greta Garbo. Vous voyez le genre? On est vraiment sur du lourd. C'est vraiment un personnage qui a marqué l'histoire de la littérature et donc l'histoire des arts en général parce qu'après, il y a eu des opéras, il y a eu des films, il y a eu tout un tas de choses qui ont été inspirées par ce texte. Donc ce livre nous raconte l'histoire d'un jeune bourgeois qui tombe amoureux d'une courtisane, Marguerite Gauthier, qui est atteinte de la tuberculose. Alors évidemment, c'est un petit peu triste, mais c'est un livre qui est très très beau et qui a une langue vraiment très très belle. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. En 12e position, je l'ai mis, je sais que c'est un livre qui est difficile à lire. Il date de 1857 et c'est Madame Bovary de Flaubert. C'est un livre qui est compliqué. C'est un livre qui est compliqué et qui peut facilement laisser à la porte. L'écriture de Flaubert n'est pas simple. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup par métaphore, qui est très en retrait de sa langue, qui oblige le lecteur à se positionner tout le temps, à bien comprendre que lui-même se moque de ses personnages, se moque de la société. C'est pas une lecture aisée, c'est pas une lecture détente, mais c'est un grand roman. Parce que justement cette langue, parce que justement ce travail. Moi, je me souviens quand j'ai lu ce roman, d'avoir été étonnée de voir la faculté qu'avait Flaubert de se positionner en arrière et de se moquer de ses propres personnages. Je me souviens d'une entrée de chapitre où Emma Bovary va rejoindre un de ses amants et elle va à Rouen. Et vous avez d'un côté Flaubert qui vous décrit son entrée à Rouen dans une ville moche avec du brouillard, etc. Et à travers les yeux d'Emma Bovary qui va rejoindre son amant, donc il voit tout avec des arcs-en-ciel et des bisounours, qui elle voit tout merveilleux à Rouen parce que tout d'un coup, comme elle est amoureuse, tout devient beau. Et cette faculté, cette langue, cette façon de décrire m'avait étonnée. C'est un roman que je trouve extraordinairement bien écrit. Mais après, bien sûr, comme tout le monde, Emma Bovary est insupportable. Emma Bovary est une conne. Donc c'est compliqué de lire un roman dans lequel vous savez que vous allez détester l'héroïne.
Mais c'est le but du roman. Flaubert, il sait qu'il fait une héroïne absolument insupportable. Il en a conscience, il le dit, il le revendique. Mais voilà. Donc du coup, ça fait un roman qui est parfois un peu difficile à lire, mais que je trouve très intéressant et qui est, mine de rien, fondateur de toute notre littérature. Donc tentez-le. Même si c'est un peu dur parfois, tentez-le. 1662, mon livre préféré en langue française, le chef-d'œuvre ultime, Les Misérables de Victor Hugo. Ah bah oui, celui-là, il est incontournable. Si vous n'avez pas encore lu Les Misérables, lisez Les Misérables. Ce roman est le roman le plus parfait que j'ai jamais lu. Il est parfait. La langue, la narration, les personnages, l'histoire, la religion, la société, toute l'analyse qu'en fait Victor Hugo, le regard ultra-humain d'Hugo sur sa société, sur ses personnages, tout y est, tout est beau. Jean Valjean, c'est l'homme idéal. Voilà, c'est une figure christique. Fantine, Cosette, bon, tous les personnages, vous vous attachez à tout le monde, vous êtes avec eux tout le temps. Et là, Victor Hugo a une façon de vous pousser à vous mettre dans la peau d'eux. Quand Jean Valjean vit Tempête sous un crâne, ou vous vivez Tempête sous un crâne avec lui, vous essayez avec lui de savoir quel choix est le meilleur. Vous êtes tout le temps avec les personnages. Vous êtes avec Fantine, vous êtes avec Cosette, vous êtes avec Marius, vous êtes avec... C'est un pan de l'histoire. C'est un pan de l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi un pan de la littérature. C'est un pan monumental du 19e siècle. C'est le plus grand écrivain en langue française. Théâtre, poésie, roman. C'est aussi un grand dessinateur, un grand peintre. C'était un grand orateur. C'était un homme un peu caractériel. Voilà, c'est l'auteur XXL, le romancier par excellence. Et c'est un peu con de le dire, mais vraiment, ce roman-là est incontournable. Et il le dit dans son... Alors, c'est pas l'incipit, hein, mais c'est juste avant, vous avez un petit texte. Alors, je vais pas vous le lire en entier, mais juste la fin de ce petit texte dans lequel il dit... Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Et malheureusement, aujourd'hui encore, ce livre n'est pas inutile car on est très très loin d'avoir réglé tout ça. Je sais qu'on n'en est qu'au 13e, mais s'il n'en reste qu'un, lisez Les Misérables. Vraiment. Je vous le dirai pour d'autres livres, mais pour celui-ci, c'est le top de la liste, c'est le top du top, lisez Les Misérables. En 14e arrive tout droit 1883, un très très joli texte de Maupassant, Une vie. Là encore, c'est pas facile à lire. Là encore, c'est un petit peu glauque et triste. Là encore, mais ça marque tellement les destins féminins. Le destin de cette pauvre Jeanne, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment les destins féminins de l'époque qui sont extrêmement marqués, extrêmement difficiles, extrêmement compliqués. Et Maupassant le fait extrêmement bien. Quand on sait qu'en plus, c'est son premier roman, mais waouh! Alors on suit les aventures de cette pauvre Jeanne qui va avoir un bon destin de merde. Mais voilà. Ce livre-là, c'est la porte d'entrée dans l'écriture de Maupassant. C'est pas le plus facile à lire. Plus facile à lire, il y a l'Horla où il y en a d'autres, Pierre et Jean. Mais c'est le premier qu'il a écrit, c'est une porte d'entrée et c'est un très grand roman. Bon, il fallait que je mette un Zola, donc j'en ai mis un. Mais Zola, on pourrait mettre toute l'œuvre, mais on va en choisir qu'un. Et j'ai choisi Germinal, qui date de 1885. Alors pourquoi j'ai choisi Germinal? D'abord parce que c'était en Rougon-Macquart. Ensuite parce que j'ai constaté que c'est plus ou moins un livre qui fait l'unanimité. Je sais que souvent les lecteurs de Zola, de pas trop Zola plutôt d'ailleurs, aiment plus Au Bonheur des Dames parce que c'est plus facile à lire, c'est les petits bourgeois, les petites boutiques. Moi, mon préféré à moi, c'est l'Assommoir. C'est le plus glauque et le plus noir du lot. Il faut vraiment être bien assis pour pouvoir le lire. Germinal est à la croisée des chemins. Il est très intéressant. Il est d'un point de vue sociologique hyper pertinent, il est extrêmement bien écrit, hein, ça je ne vais pas vous le dire. Les personnages sont forts et attachants. Je trouve que c'est un roman qui allie énormément de qualités et chez Zola, je trouve que c'est un de ceux qui est le plus accessible et qui est le plus porteur d'intérêt d'un point de vue sociologique. Donc, si vous n'avez jamais lu aucun Zola et que vous voulez démarrer, moi je vous conseillerais Germinal.
Et puis l'intégralité du roman est quand même une métaphore entière. C'est quand même un roman qui est entièrement construit sur une métaphore. Le Voreux, c'est-à-dire Merde, comment ça s'appelle ? La mine, ça s'appelle une mine, Nadia. Donc la mine, le Voreux, c'est la métaphore qui sous-tend tout le texte, qui est à la fois un monstre, qui est à la fois gargantuesque, qui avale ces hommes et qui les recrache de temps en temps, mais qui les recrache parfois morts. C'est vraiment un texte d'une force incroyable. Donc, si ce n'est pas encore fait, Germinal. 1923 déjà, et oui, Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Raymond Radiguet, c'est un auteur qui est mort très jeune, il est mort à 20 ans. Il n'a écrit que 2 textes et je trouve que Le Diable au corps est un texte incroyable. Donc c'était le compagnon de Jean Cocteau et c'est... je ne sais pas pourquoi je vous dis que c'était le compagnon de Jean Cocteau, on s'en fait, mais en fait j'avais envie de vous le dire. Et c'était un auteur précoce, c'est un peu dommage qu'il soit mort si jeune quand même. Le Diable au corps, c'est l'histoire d'amour entre un jeune homme et une femme un peu plus âgée. Et c'est un texte qui est extrêmement beau. Alors c'est un texte un peu subversif, elle est mariée, son mari est parti au front pendant la Première Guerre mondiale, et elle a une aventure avec ce jeune homme. Donc ça peut être, à l'époque c'était un peu subversif, mais c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment une rencontre littéraire, Le Diable au corps. C'est un texte qui m'avait étonné par sa langue et par son audace. Et puis, écrire à moins de 20 ans un texte qui aborde autant de thématiques, l'amour, la guerre, la trahison, la subversion, la déchéance, mais aussi l'adolescence, l'amour, les relations humaines. Enfin, c'est vraiment un texte qui aborde plein de choses et qui est si beau, donc, et qui n'est pas très long dans mon souvenir. Donc, si vous n'avez jamais lu Le Diable au corps, vous pouvez essayer. En 17e, je voulais vous mettre un texte de Sartre et j'ai mis Huis clos. C'est une pièce qui est géniale, qui est fondatrice un petit peu de la pensée de Sartre, tout en étant très lisible. Si vous essayez L'être le néant, vous risquez de vous casser les dents, alors que celui-ci, la pièce de théâtre, est très facile à lire et elle résume assez bien la philosophie de Sartre. Alors la pièce date de 1944, je ne sais pas si je l'ai dit, et on se retrouve dans les enfers avec 4 personnages qui vont se confronter les uns aux autres. Alors c'est une satire humaine, pardonnez-moi. J'ai lu que Sartre avait eu l'intention d'écrire une pièce drôle, bon c'est raté, hein. C'est pas super drôle, alors il y a des passages très drôles, mais c'est drôle dur. Et je voudrais juste revenir sur un truc qui m'a un petit peu intéressée, c'est que en grattant, j'ai repris la citation « L'enfer c'est les autres » et j'ai lu que Sartre disait qu'on s'était souvent mépris sur le sens de cette phrase et qu'on se dit souvent que l'enfer c'est les autres dans le sens où on doit subir les autres, comme ils se subissent les uns les autres au sein des enfers décrits par Sartre, et qu'en fait c'est pas du tout ça pour lui. Pour lui, c'était qu'effectivement, les autres sont souvent pervers, vicieux, etc. Mais que notre construction à nous ne peut que se faire à travers les autres. Donc c'est en ça que ça fait un enfer. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Et le regard qu'ils nous envoient nous oblige nous-mêmes à une construction qui est compliquée. Et je trouve que c'est hyper intéressant, notamment lorsqu'on retranspose ça à travers les réseaux sociaux, ou quand on fait quelque chose sur les réseaux sociaux où on dépend de l'autre, puisque si personne ne regarde mes vidéos, je peux continuer à en faire, ça ne changera rien, mais c'est quand même mieux, c'est plus marrant si les gens les regardent. Mais du coup, je suis dépendante de votre regard et ça peut devenir infernal. C'est ça, en fait, c'est le fait que je sois obligée de me construire à travers vous et cette espèce de jeu est très compliqué. Et je trouve que parfois, alors moi j'ai de la chance parce que comme je ne suis pas du tout connue sur YouTube ni ailleurs, j'ai pas de problème, mais ça peut devenir compliqué de devoir se construire, de devoir faire ces vidéos, de faire ces propositions, toujours en rapport à l'autre et avec cette espèce de jeu de dupe. En 18e position, un livre qui date de 1947, il s'agit de La peste de Camus. Là encore, je sais que c'est un texte que tout le monde ne trouve pas accessible. Alors j'ai hésité à vous mettre L'étranger, parce que L'étranger, je l'adore. Je trouve que c'est un livre incroyable. J'ai vraiment longuement hésité, hein. Je pourrais mettre les deux ex aequo. Ils ont 2 statuts très différents dans mon cœur. Un présente l'anti-héros par excellence, vraiment Meursault incroyable.
Et puis philosophiquement, l'étranger, c'était quand même hyper intéressant. D'autant que l'étranger, c'est bien sûr l'étranger à soi-même, quand on est étranger à soi-même et aux autres, hein, pas parce qu'on est étranger, parce qu'on est d'une autre nationalité, mais bien parce qu'entre êtres humains, on est étrangers les uns des autres. Et j'avais trouvé que c'était hyper intéressant. Là encore, on est sur le regard d'autrui, etc. Donc j'adore ce roman. Mais la peste, j'avais trouvé ça génial, tellement bien écrit, les personnages, l'arrivée de cette épidémie, la façon dont c'est fait, dont c'est écrit. Bon, est-ce que je vous dis que Camus c'est ultra bien écrit? Non. Prix Nobel de littérature, hein, quand même. Donc vraiment, essayez. Si vous ne l'avez pas tenté, essayez. Essayez l'un, essayez l'autre, testez, vous verrez bien. Mais pour moi, ce sont des très 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 grands romans. Et j'aime beaucoup Camus. Pour anecdote, quand même, La Peste, vous le savez sans doute, c'est un livre qui s'est vendu beaucoup pendant la période du Covid. Il y a une espèce de retour de ce roman où les gens ont fait un parallèle assez évident au demeurant d'ailleurs. En 19e position, on est en 1954 et j'ai mis Bonjour Tristesse de Françoise Sagan parce que j'aime beaucoup ce roman. C'est le premier roman de l'autrice. Elle avait 17 ans et je trouve que c'est un roman qui est incroyable, qui est fou sur le rapport des êtres humains, les rapports amoureux, les rapports hommes-femmes, les rapports parentaux. Je trouve qu'elle avait construit un roman qui était très fort. C'est un roman qui est court, qui se lit très bien, qui est très facile à lire et du fait de son jeune âge, je trouve que ce roman était vraiment très bien. Si vous n'avez jamais lu Sagan, si vous n'avez jamais lu Bonjour Tristesse, franchement c'est une lecture à faire. Vous passerez un moment incroyable et vous découvrirez une autrice avec une langue... on l'a qualifiée de charmant petit monstre à l'époque, c'est vraiment ça. Une femme étonnante avec une langue étonnante. Et en dernier, j'ai mis un livre de 1959 qui est Rosa Credi d'Elsa Triolet, qui est pourquoi un roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour découvrir des petits chefs-d'œuvre. J'ai découvert Elsa Triolet, j'ai découvert sa langue, j'ai découvert ce roman. Ah, il y a des travaux à côté, ça fait du bruit. Et j'ai adoré ce livre. C'est un petit bijou. Je vous en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Ça doit faire 1 an ou 1 an et demi que j'illustre ce livre. C'est un livre qui décrit la société de consommation, qui décrit très bien l'arrivée d'une forme de société nouvelle avec ses dérives. Le personnage de Martine est hyper intéressant, hyper attachant dans ses choix, dans ce qui se passe dans sa vie. C'est hyper représentatif d'une époque, c'est hyper représentatif aussi de ce que subissaient les femmes. Ce roman est bourré de qualité et j'ai été très impressionnée par la langue d'Elsa Triolet. C'est bête, hein, je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien écrit. Et il y a un niveau d'écriture qui est vraiment excellent. Ce livre m'avait subjuguée, mais vraiment de grande qualité littéraire. Donc vraiment pas difficile à lire. Je vous conseille de tester Rosa Credi et de découvrir cette autrice si vous ne la connaissez toujours pas. Voilà pour mes 20 livres chouchous dans la littérature française. 20 livres qui me semblent fondateurs, représentatifs d'une langue, représentatifs d'un courant, représentatifs d'une société et donc représentatifs de ce qu'est et de ce que doit être la littérature en général. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!